françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Gaël Nolf. On part vivre à Madrid. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Parce que la radio des Français dans le monde est aussi une radio d'entraide. On va passer 10 minutes avec Gaël qui est parti vivre à Madrid il y a quelques temps après avoir déjà connu Valencia, Shanghai. Les voyages, elle connaît et la relocation, c'est son domaine. Bonjour Gaël. Hello Gauthier. Content de te retrouver. Je vais inviter les auditeurs à écouter le podcast 2147 où l'on parle de ton parcours. On voulait parler plus spécifiquement de l'installation pour une expatriation à Madrid. On va se prendre 10 minutes ensemble pour survoler les différents domaines. Pas simple d'aborder ce sujet, mais grosso modo, si tu dis on va vivre à Madrid, on connaît pas bien l'espagnol, passer par un professionnel, c'est un peu le chapeau d'introduction. C'est quand même assez vital pour notamment éviter les arnaques. C'est sûr que si on connaît pas bien la langue, si on connaît pas du tout la ville, bon là, on parle de Madrid, mais je pense d'un point de vue général, si on connaît pas la ville ou le pays dans lequel on va s'installer, et surtout qu'on connaît pas le secteur immobilier, surtout qu'en Espagne, on peut se retrouver très vite dans des situations un peu indélicates. Moi, je dirais vraiment que se faire accompagner par un professionnel, c'est quasi essentiel. Alors, ça, c'est le premier conseil. On peut entrer en contact avec toi alors qu'on est encore en France. D'ailleurs, si je me trompe, il y a des procédures, il y a des démarches qu'il faut déjà entreprendre avant même de partir s'installer. Mais l'idéal, effectivement, c'est de déjà commencer avant de venir. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Ce qu'il y a, c'est que le but, quand même, c'est quand on arrive sur place d'essayer déjà d'avoir une idée du quartier dans lequel on va loger. Si on a des enfants, déjà peut-être avoir une liste d'écoles qu'on a sélectionnées. Et effectivement, si on a pu faire quelques démarches avant, c'est quand même l'idéal. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que pour avoir un logement, généralement, il faut avoir un NIE. Donc, c'est le fameux document pour les étrangers qu'on est obligé d'avoir en venant ici. Et de plus en plus, ce document, en fait, est demandé pour pouvoir louer. C'est plus facile aussi de déjà avoir un compte en banque espagnol. Ce qui est bien pour toute la recherche d'école, c'est déjà avoir une liste. Il faut savoir aussi que trouver une école, en fait, ça se fait pas en 5 minutes. Il y a toute une procédure à suivre. Il y a aussi tout un calendrier d'inscription à suivre. Si, par exemple, on a décidé de choisir pour une école publique ou une école semi-privée. Et donc, tout ça fait qu'effectivement, avant d'arriver, il faut déjà avoir un petit peu débroussaillé le chemin et déjà s'y retrouver un petit peu dans tout ça. Donc Gaël, si je comprends bien, dans un monde idéal où on va s'installer à Madrid, on peut échanger avec toi avant, voire faire un voyage de repérage où tu seras peut-être présente, tout ça pour un peu organiser et planifier les choses. Voilà. Moi, je conseille toujours d'avoir déjà un premier entretien de contact pour un peu ratisser large, voir un petit peu quels sont les besoins et puis effectivement faire un petit peu un plan d'action, voir un petit peu quelles sont les priorités. Moi, je préconise toujours de faire ce qu'on appelle un circuit d'orientation. Donc, c'est venir une première fois pour visiter un petit peu Madrid, mais non pas comme un touriste, parce que ça, c'est vrai que ça arrive souvent. Les gens, ils viennent 2 jours et puis du coup, et c'est normal. J'ai fait un peu pareil au début. On vient pour visiter un petit peu le Prado, se balader dans le parc Retiro, profiter un peu de la vie ici qui est exceptionnelle. Et puis en fin de compte, on s'écarte un petit peu de l'objectif. Donc un circuit d'orientation
où on essaye vraiment de regarder quels sont les différents quartiers. Déjà, si on a fait une liste d'écoles, si on a des enfants, voir un petit peu les écoles, essayer de faire des visites de logement déjà pour avoir une idée, des visites d'écoles, comme ça, tout ça est déjà bien clair dans la tête. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas, si notre situation le permet de pouvoir venir déjà faire une petite visite avant. Alors évidemment, s'installer en solo ou en couple ou avec des enfants, voire même avec des animaux, tout ça, ça s'organise un peu. Ne serait-ce que les animaux, par exemple, on peut pas faire un peu ce qu'on veut. Mais effectivement, alors on n'y pense pas souvent. On pense effectivement, on a un chien, un chat, qu'on va venir comme ça. Mais ça aussi, ce sont des choses qui se préparent. Effectivement, il y a des règles à respecter. Donc tout ça, il faut bien se renseigner avant. Même chose, effectivement. Si par exemple on a des enfants qui sont dans des écoles, mais qui finissent pas un cycle, et donc il y a une transition. Toute la question de l'équivalence en fait des diplômes, des cours, etc. C'est des choses à bien voir avant. Et puis pour toute la partie administrative aussi, il y a énormément de choses à faire avant. Moi, je conseille toujours, par exemple, pour le NIE, donc le fameux document qu'on doit avoir à l'arrivée en Espagne. Moi, je préconise toujours de voir s'il y a la possibilité de pouvoir l'avoir via le bureau consulaire du pays dans lequel on réside. Parce que effectivement, si on vient avec ce document à l'arrivée, ça permet quand même de faciliter grandement pas mal de procédures. Alors, on va parler d'un sujet qui devient un peu tendu partout dans le monde, c'est le logement. Et évidemment, quand ça commence à être un petit peu compliqué, il y a toujours des plus malins que d'autres pour mettre en place des petites arnaques. Là, on allume clairement un petit feu rouge parce qu'il faut faire attention. Alors, le logement, je dirais que c'est vraiment pour moi, de mon expérience, je veux dire personnelle et professionnelle, je pense que c'est là où il faut vraiment se faire accompagner. Déjà parce que ça prend énormément de temps, d'énergie. Il faut savoir qu'il y a énormément de demandes. Je parle par exemple d'une ville comme Madrid, mais c'est exactement pareil, par exemple pour Barcelone. À Madrid, l'immobilier est complètement chamboulé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes et puis il y a très peu d'offres. Donc, ce qui fait que c'est très très compliqué déjà parfois d'avoir l'opportunité de pouvoir demander une visite. Il y a pas mal de visites groupées et quand on a l'opportunité de pouvoir faire une visite, très souvent on est en fait contacté 20 minutes à l'avance pour pouvoir faire la visite. Donc si on travaille ou si on doit s'occuper de ses enfants, c'est pas évident de se rendre disponible comme ça à la seconde. Il faut savoir aussi que les agences immobilières, enfin en tout cas les agents, je parle pas des propriétaires, mais il y a pas mal de biens qui sont tenus par les agences. Déjà, les agences sont fermées de 2 à 5. Donc, ça va être soit le matin, mais ils font aussi pas mal de visites le soir, parfois le samedi. Mais donc, voilà, il faut vraiment, en fait, s'adapter, je veux dire, à la vie ici. Et ça, c'est pas évident. Ça demande une certaine réactivité, une flexibilité qui n'est pas donnée à tout le monde, surtout si on a des enfants ou si on travaille. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a effectivement la possibilité de faire une visite, le problème, c'est vu qu'il y a énormément de candidats, en Espagne, on a la possibilité de pouvoir réserver un bien. Ce processus est énorme, enfin c'est très stressant. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un processus où il faut être extrêmement réactif et puis c'est quand même assez stressant. Donc ça c'est donc la réservation et puis ce qu'il y a aussi c'est qu'il y a pas mal il faut faire attention surtout dans le centre de Madrid. Donc je parlais de Madrid capitale. Il y a aussi pas mal je vais pas dire de fraude, mais voilà parfois disons qu'on peut un peu profiter du locataire et voilà se retrouver un peu dans des situations inconfortables. Surtout que voilà les propriétaires ils ont l'embarras du choix, donc il faut vraiment être averti par rapport à ses droits en tant que locataire et ça c'est hyper important. Très souvent on n'est pas au courant et voilà c'est quelque chose il faut vraiment tenir à l'œil et c'est pour ça que oui se faire accompagner c'est
pour moi, c'est vraiment essentiel de le faire du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'installation et même, je dirais, jusqu'à l'inventaire de l'appartement, parce que ça aussi, très souvent, on oublie. C'est très important à faire. Il y a souvent des complications, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est en fait toutes des petites subtilités, toutes des connaissances à avoir. Et puis effectivement, quand en fait on n'est pas du tout du secteur et en plus c'est pas notre pays ou notre ville, et qu'en plus on maîtrise pas la langue, c'est toutes des petites difficultés qui s'accentuent. Et en plus, quand on a le statut d'étranger, parfois, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je pense que le professionnel peut être le meilleur allié en fait pour la personne qui s'installe dans ce genre de situation. Un mot sur les transports. Est-ce que la voiture est obligatoire ou est-ce que le système de transport en commun est très développé, suffisamment pour pouvoir se passer d'une voiture? En l'occurrence, tu me disais, le télétravail n'est pas très propagé à Madrid, donc du coup, il y a beaucoup le matin, le soir, de bouchons. Du coup, est-ce qu'on peut s'en passer d'une voiture? Après, ça dépend où on habite aussi. Je dirais que dans Madrid capitale, on pourrait s'en passer. Après, bon, moi j'ai une voiture, donc je vais pas dire le contraire, mais je prends énormément le métro. Et il faut savoir que la ville de Madrid est extrêmement bien desservie. Il y a énormément de lignes à Madrid. Le métro est vraiment très propre, il est très sécure. Moi, honnêtement, je trouve le métro vraiment super à Madrid. Bon, il y a aussi des bus, il y a pas mal de bus, donc ça c'est pratique aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est important par rapport au transport, c'est vraiment toujours réfléchir à cette recherche d'écoles et de logements, justement par rapport à ce trafic qui est assez dense à Madrid. Il faut savoir aussi que tout le monde ne peut pas circuler à l'intérieur en fait de Madrid capitale. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des règles à respecter et tout ça dépend de la voiture qu'on a et tout le monde ne peut pas accéder. Donc tout ça, c'est de nouveau des choses qu'il faut savoir, mais ce qui est très très important, c'est de toujours bien réfléchir à la recherche de logement et d'école en fonction de la commodité. Très souvent on n'y pense pas et puis une fois qu'on est dans la situation on se dit c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'en fait j'habite dans un endroit qui est super mais qui est loin de l'école, loin du travail ou bien vice versa, j'ai trouvé une école super mais dans un quartier que j'aime pas, qui n'est pas facilement accessible. Donc c'est ça, je veux dire, c'est ce triangle-là qui est le plus difficile, c'est essayer de trouver l'équilibre parfait entre le quartier qui convient parfaitement à son mode de vie, à une école qui est taillée sur mesure pour nos enfants et un logement qui est un véritable cocon. Donc c'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut trouver. Alors, il y a le site philcabania.com qui est la porte d'entrée pour pouvoir te contacter. Par rapport à tout ce qui concerne le professionnel, lancer son activité ou trouver un travail, toi tu me dis je suis un peu moins spécialiste, mais j'ai un réseau que je peux vous partager. Donc ce point-là peut être abordé aussi. Ensuite, pour ce qui est du reste de manger, boire, sortir, danser, visiter, on est en Europe, on est dans une grande capitale, donc il y a tout ce qu'il faut à portée de bras. Ah oui, non, pour ça, Madrid est vraiment super. Bon, bien sûr, je parle souvent de Madrid capitale parce que déjà, c'est là où j'ai un peu une plus-value parce que je connais très très bien cette zone. Il y a bien sûr en dehors de Madrid capitale, mais si je me concentre sur Madrid capitale, il y a vraiment des zones qui sont vraiment super sympas. Et puis, il y a j'ai fait notamment un e-book sur ça. Il y a on va dire 5 barrios, 5 quartiers où on retrouve exclusivement la communauté je veux dire francophone parce que bon, moi je suis belge, donc je pense aussi aux Belges, mais on va dire francophone. Il y a aussi Suisse, il y a tout ça. Et francophone et aussi international. Et c'est vrai que ce sont des quartiers super où on peut retrouver pas mal une vie de quartier super intense, hyper authentique, avec pas mal de petits restos, une offre culturelle très riche aussi, pas mal de parcs. Madrid est super pour ça. Et puis ce qui est top en fait, c'est que tous ces quartiers
sont vraiment super et en même temps sont très variés et offrent en fait une qualité de vie qui est différente. Donc moi je pense que Madrid pour ça est exceptionnel, c'est qu'en fin de compte il y a vraiment une offre pour tout le monde. Donc ça c'est super à Madrid. Eh ben écoute, je vais te contacter pour m'y installer, pour mettre mon petit studio à Madrid capitale. Je vous invite également à découvrir le podcast qui a été produit par Olivier Geoffrey pour la radio des Français dans le monde. Ça s'appelle Vivre à Madrid. Gaël, un grand merci. Le lien pour entrer directement en relation avec toi est dans ce podcast. Je te souhaite une bien belle journée dans une ville qui, il faut le dire, a quand même un côté très agréable au quotidien. C'est sûr. Un grand merci à toi en tout cas. Français dans le monde. Français dans